Bonjour, nous poursuivons avec le séminaire sur la théorie de l'action humanitaire. La deuxième partie porte donc sur l'opérationnalisation difficultueuse de cette action humanitaire. L'aide humanitaire se définit, comme nous l'avons dit, essentiellement par rapport à trois éléments: son mode d'action, l'urgence, le contexte dans lequel elle évolue, et notamment le contexte des désastres naturels, humains, etc. L'objectif de l'aide humanitaire, c'est le soulagement des souffrances des populations victimes de la crise humanitaire. L'aide humanitaire peut être restreinte à la dimension de l'urgence, que celle-ci soit aiguë, comme dans le cas des catastrophes naturelles, ou chronique, comme dans le cas de certains conflits armés qui durent ou qui perdurent, avec pour conséquence le déplacement forcé des populations. Enfin, le droit international humanitaire pose des balises légales à l'action humanitaire. Et ces balises, c'est le droit humanitaire comme on l'a vécu dans ces trois compartiments, ces trois blocs: le droit de La Haye, le droit de Genève et le droit de New York. Le droit de La Haye avec les méthodes et moyens de la guerre, et il y a certaines méthodes et moyens de la guerre qui sont interdits, notamment infliger des maux superflus à des personnes dans la guerre. Le droit de Genève, ce sont les principales conventions de Genève de 1949 avec leur protocole additionnel qui assure la protection des victimes de la guerre, notamment des personnes civiles, 4e convention, les prisonniers de guerre, etc. Et puis il y a le droit de La Haye qui assure, le droit de New York plutôt, qui consacre les crimes internationaux comme les crimes de guerre, le crime de génocide, les crimes contre l'humanité, et qui assure la répression de ces crimes. Donc voilà l'encadrement juridique qui est nécessaire pour comprendre le déploiement de l'action humanitaire. D'abord, dans un premier temps, nous parlerons du contexte des enjeux et des défis opérationnels de l'action humanitaire. Alors, le contexte, c'est le contexte sécuritaire. Le contexte sécuritaire nous amène à parler, comme on l'a fait dans la première partie, de l'insécurité des personnels humanitaires, une insécurité qui est croissante, et c'est une préoccupation constante pour les opérateurs humanitaires d'assurer la sécurité de leur personnel, mais également des bénéficiaires de l'aide humanitaire. La pression est là. Il faut faire le choix de la sécurité. Parfois, il faut faire le choix de l'encampement des populations pour pouvoir mieux assurer la distribution de l'aide humanitaire. De façon générale, les ONG humanitaires sont plus sensibles au concept d'acceptation locale qu'à celui de protection armée. Il est mieux dans une opération humanitaire qu'on soit accepté par toutes les parties pour éviter à se lancer de façon aventureuse dans des logiques militaro-sécuritaires. Néanmoins, dans certains contextes, aucun déplacement ne se fait sans qu'il y ait des gardes armés, parfois les militaires dans certaines situations. Il demeure que l'instrumentalisation politique de l'aide humanitaire entre intervention militaire et humanitaire gouvernementale sont des facteurs qui sont des facteurs de risque avérés pour les travailleurs humanitaires. On peut dire qu'il y a deux types d'insécurité. Une insécurité que l'on peut qualifier de classique, de type accidentel, qui est souvent le lot des travailleurs humanitaires, à raison des conditions difficiles dans lesquelles l'action est menée. Ce sont les accidents de voiture, les maladies, les comportements erratiques de certains combattants que l'on croise, etc. Donc il y a des déviances, il y a beaucoup de choses que l'on peut là. Ça c'est la violence, je dirais, routinière de l'action humanitaire. Ensuite, aujourd'hui se développe une insécurité de type politique, dans laquelle les travailleurs humanitaires sont pris volontairement à partie. On les prend en otage, on leur fait des exigences qui n'ont rien à voir avec l'aide humanitaire. Cette insécurité de type politique est la plus insidieuse parce que c'est celle qu'on ne prévoit pas toujours. C'est celle qui va au-delà des prévisions et des plans qu'on a élaborés.
Il faut donc être très prudent dans cette question du contexte sécuritaire de l'action humanitaire. Alors évidemment, il y a toujours des mesures à prendre pour les organisations humanitaires. Une des clés du choix est l'analyse du contexte et la stratégie des acteurs de la violence. Il existe 3 profils, je peux dire, d'ONG par rapport à la sécurité. Il y a des opérateurs humanitaires qui adoptent ce qu'on appelle le low profile, c'est-à-dire elles se déplacent en voiture banalisée, n'ont aucun signe extérieur visible et se mêlent au maximum à la population, sorte de camouflage, etc. Il y a des ONG qui adoptent plutôt la logique de la bunkérisation, avec des locaux et des déplacements qui sont surveillés par des gardes armés, des couvre-feux, des compagnies de sécurité qu'on va sous-traiter pour pouvoir être vraiment protégés à 100%. Enfin, il y a des acteurs humanitaires qui s'attachent à créer des liens de confiance dans la durée avec la population et les parties prenantes des situations conflictuelles. Et souvent, ce sont des ONG que l'on voit dans les zones où il y a parfois des opérations des Nations Unies ne peuvent plus aller. Des situations qu'on appelle les no-go zones, c'est-à-dire que les situations, on ne peut pas où le risque est élevé, mais ces ONG ont tellement développé des relations de confiance qu'elles sont capables, c'est le cas souvent du CICR, qu'elles sont capables parfois de se projeter sur des terrains vraiment très instables, mais avec la confiance que ces acteurs ont des parties prenantes des conflits. La politique du tout sécuritaire prédomine, notamment au niveau des agences des Nations Unies, parce que la priorité des priorités, c'est qu'il n'y ait pas de mort. C'est-à-dire ce qu'on appelle l'approche zéro mort, qui suppose un retrait dès qu'il y a le moindre risque encouru. Alors, cette approche n'est pas parfois toujours adaptée parce qu'il y a des excès, il y a une surenchère sécuritaire, finalement, on peut dire, qui parfois confine à des comportements complètement irrationnels. Et souvent, cette surenchère sécuritaire a des conséquences lourdes pour les populations bénéficiaires. Et bien souvent, un fossé se creuse entre les acteurs locaux qui, eux, ne perçoivent pas toujours la sécurité de la même manière que certains acteurs internationaux qui, parfois, font confiance à des paramètres bureaucratiques de la sécurité qui ne sont pas toujours la sécurité interne. Donc, il y a des organismes qui traitent au niveau des Nations Unies, comme l'UNDSS, le département de la sûreté et la sécurité des Nations Unies, qui est souvent très contesté parfois par d'autres ONG, qui parfois ne prend pas en compte l'intelligence factuelle de la situation sur le terrain. Donc, le contexte sécuritaire, c'est quelque chose de très important. 2, l'impact sur les personnels. Alors, l'impact sur les personnels, c'est une question importante dans la conception, la théorie de l'action humanitaire. Le fait d'être actif comme travailleur humanitaire donne parfois l'impression que face à la souffrance, face à la violence même, on n'a pas le droit de penser à soi en tant que personnel, parce qu'on se dit qu'on est là pour sauver les gens, le soi n'est pas très important, on se sacrifierait à la limite par rapport à la souffrance des autres qu'on voit. On se dit que ce serait leur manquer de respect que de vouloir parler de soi alors qu'il y a des gens qui ont été victimes de viols, de violences, de ceci, tout ça, etc. Ils n'ont plus de quoi vivre, n'ont plus de quoi manger, etc. Cependant, il faut faire très attention à cela, parce que si vous voulez réaliser avec efficacité et efficience une action humanitaire, il faut que vous-même, que vous soyez protégé, que vous soyez en capacité physique et mentale de conduire les opérations humanitaires sur le terrain. Par conséquent, ce serait dangereux de vouloir jouer aux héros de la cause humanitaire avec une forme d'inconscience ou d'insouciance par rapport à sa sécurité. On n'en parle jamais, souvent dans les journaux, mais il ne faut pas oublier que les 2 principales causes d'atteinte à la sécurité des travailleurs humanitaires sont les accidents de la route et les maladies sexuellement transmissibles, les MST. Les accidents de la route, parce qu'on est pressé, on est dans l'urgence, on ne prend pas compte des exigences de sécurité minimale qu'il faut avoir, surtout sur des routes qui ne sont pas des routes toujours
bien bâtis, dans des contextes très difficiles, des voies escarpées. Donc tout ça, parce qu'on est habité par le sentiment de vouloir venir en aide aux autres, sauver les autres, on s'oublie soi-même et c'est là que les problèmes commencent. Il faut donc avant tout se référer aux conseils de sécurité qui sont nécessaires, savoir ce qui est autorisé, ce qui ne l'est pas, et surtout éviter le stress. L'ouvrage de David Lloyd Roberts, Staying Alive, édité en 1988 par le CICR, donne un aperçu d'un point de vue très complet sur les mesures de sécurité qu'on peut prendre dans le contexte humanitaire. Le troisième point, ce sont les enjeux et les défis opérationnels. Alors, l'action humanitaire se déroule bien souvent dans un contexte où tous les systèmes normatifs de régulation, etc. de la société ont éclaté, ont volé en éclat. Par conséquent, pour accepter le fait que le contenu et le fonctionnement des opérations humanitaires soient particulièrement compliqués, ça c'est une évidence, il faut aborder humblement, mais sereinement, la question des violations et des transgressions des normes établies, pour ne pas se laisser gagner par des indignations naïves ou formes de pessimisme facile. Par conséquent, le droit humanitaire est, de mon point de vue, le seul outil permettant, dans une certaine mesure, de limiter les dégâts lors d'un conflit. Parce que les référentiels normatifs du droit humanitaire permettent de mener une action, mais avec prudence et efficacité. Aujourd'hui, le droit international humanitaire lui-même, il est mis en danger. L'on s'interroge sur son effectivité et son efficacité dans le contexte des conflits asymétriques, des conflits de basse intensité, surtout dans un contexte complexe comme celui de la lutte contre le terrorisme, là, qui pose beaucoup de problèmes. Parce que les qualifications du terrorisme sont données à tout va et parfois on a du mal à discerner qui est terroriste, qui ne l'est pas. Alors que l'on voudrait rappeler ici que le droit humanitaire repose sur la distinction fondamentale entre combattants et non-combattants. Et ça, c'est la distinction fondamentale. Le droit international humanitaire ne saurait être réduit à la peau congrue avec des innovations conceptuelles comme terrorisme, combattants illégaux. Tout ça, ce sont des concepts, ce sont des qualifications politiques qui ne sont pas inscrites dans les conventions de Genève, dans le droit international humanitaire. Il faut s'en tenir à ce qui est classique, à savoir les combattants, ceux qui portent les armes, qui se battent, les non-combattants, ceux qui, soit ce sont des civils, soit ce sont des gens qui ont déposé les armes et qui doivent être protégés. Voilà le cœur même de la distinction fondamentale combattant et non-combattant. Ensuite, le deuxième chapitre de cette seconde partie, qui porte sur les dilemmes éthiques et les problématiques transversales de l'action humanitaire. D'abord, il y a des dilemmes au niveau du principe d'humanité, ce qui est très important. L'éthique humanitaire est fondée sur le principe d'humanité qui veut que l'on porte secours à toute personne se trouvant dans la détresse. Nous l'avons évoqué. À la base de ce principe se trouve donc la notion de dignité humaine. La notion de dignité humaine. Tant que tout est ordre, calme et volupté, comme dirait Baudelaire, la dignité humaine peut rester une notion purement abstraite. On se dit, c'est quoi la dignité humaine? Mais, dans les contextes de violence, dans les contextes de crise, où notre humanité est mise en péril, alors là, nous voyons la fragilité et la vulnérabilité de l'être humain. C'est pourquoi protéger la dignité humaine, c'est d'abord la protéger contre la violence et surtout certaines violences sexuelles spécifiques. Le principe d'humanité en lui-même renferme également l'idée d'universalité qui est essentielle à l'éthique humanitaire. Par voie de conséquence, l'appel au secours a la même gravité et la même tonalité d'où qu'ils viennent. Il n'y a pas de bonnes victimes à côté de mauvaises victimes. Il n'y a pas de bonnes victimes à côté de mauvaises victimes. Comme d'ailleurs le dit Ronnie Bruman, pour les humanitaires, la gravité d'une crise ne peut être évaluée qu'à l'aune de son ampleur et non de sa distance.
la responsabilité humanitaire s'exerce par définition et de façon universelle. C'est cette universalité de la dignité humaine qu'il faut mettre en exergue. Parce que l'humanitaire englobe, comme le sujet d'ailleurs, le terme lui-même, c'est cette humanité qui fait que lorsqu'il y a une crise, on va déclencher une solidarité sans frontières pour agir au nom de ces principes afin de sauver des vies. C'est ça qui est à la base. Et c'est ça qui doit être surtout retenu comme vraiment principe éthique. Alors, le deuxième point dans cette discussion, il y a la question de la gestion de l'urgence. Parce que l'action humanitaire est une action d'urgence, généralement. C'est vrai qu'il y a des situations de reconstruction, etc. Mais à la base, on est toujours dans des situations où on a face de soi le spectacle de la violence, le spectacle de la déshumanisation des êtres humains qui sont abandonnés à eux-mêmes, dans la violence, dans la détresse. Et c'est ça qui est à la base de l'urgence. Il faut donc aller en urgence pour les aider. Alors, l'action humanitaire se borne souvent, en effet, à la gestion de l'urgence, en accordant très peu d'attention aux racines profondes des crises. Parce qu'elle ne cherche pas à savoir d'où vient, non. Il faut agir, sauver d'abord les vies, préserver la dignité humaine, et après, peut-être réfléchir sur la sortie de crise. Mais il se trouve que la plupart des crises humanitaires ne sont que l'explosion de situations dont les causes se sont mises en place de façon graduelle et historique. Parce que la guerre civile ne sort pas comme ça du néant. La guerre civile est le résultat des discriminations, des frustrations, des incompréhensions dans la société. Les catastrophes naturelles, certaines catastrophes qui sont liées par exemple à la dégradation des changements climatiques, etc. Mais certaines catastrophes, on aurait pu les éviter. On aurait pu les éviter en prenant des mesures de prévention et de traitement des situations. Donc, du coup, on s'interroge parfois sur la question de l'urgence. On s'interroge. Est-ce que l'urgence ne vient pas finalement masquer des incompétences, des inactions de l'État, de ses partenaires, qui auraient pu éviter que tout cela se transforme en crise humanitaire? Enfin, on a le problème de la neutralité. La question de la neutralité qui se pose aussi. Alors, la neutralité est un débat très complexe. La neutralité, pour le CICR, par exemple, passe par l'idée qu'il faut être neutre et il y a une forme de sacralisation de la neutralité. Ce principe consiste pour une agence humanitaire à limiter son intervention au secours des victimes, quelles qu'elles soient, sans discrimination, peu importe leur obédience religieuse, leur accointance politico-idéologique. Il consiste aussi à ne prendre aucun parti dans le conflit qui déchire une société et à ne pas dénoncer les facteurs qui causent la détresse. Donc le principe de neutralité est prescrit dans les textes de la Croix-Rouge parce que c'est le cœur même de l'action humanitaire. Pourquoi? Mais parce qu'il faut garder la confiance de tous. Il faut garder la confiance de tous. Et donc, il faut s'abstenir de prendre part aux hostilités en tout temps, s'abstenir de prendre part aux controverses d'ordre politique, racial, religieux ou philosophique. C'est ça la neutralité. La neutralité n'est pas nécessairement l'indifférence. Il faut faire très attention sur cette nuance. Mais la neutralité veut dire qu'on s'abstient de prendre parti pour un camp ou pour un autre. On n'est pas là à trouver des explications, des justifications à ce qui est à l'origine de la crise humanitaire. On est là pour traiter les conséquences de la crise humanitaire. Et donc, la neutralité est essentielle, car elle est censée assurer la dimension universelle
de l'action humanitaire. Évidemment, en respectant la souveraineté de l'État, l'État garantit aussi, par exemple à la Croix-Rouge et à ses agents, une certaine immunité. C'est un peu la compas, parce qu'on sait que vous êtes neutre. Vous n'êtes pas là pour prendre fait et cause pour ceci ou pour cela. Et sur ce point, on s'en tient. La non-ingérence telle que prescrite par la Charte des Nations Unies, article 2, paragraphe 7, en pratique, parfois se trouve en porte-à-faux avec le devoir d'ingérence humanitaire. C'est pour cette raison qu'à partir de 1988, le Conseil de sécurité a pu prendre un certain nombre de résolutions dans lesquelles les acteurs des conflits sont priés ou enjoints, selon le langage, de prendre des dispositions pour accorder le libre accès des secours aux différentes victimes. C'est le principe posé par la résolution, par exemple, 4331 sur l'Irak, la résolution 688 du 6 avril 1995, dont le paragraphe 3 dit que le Conseil de sécurité insiste pour que l'Irak permette un accès immédiat des organisations humanitaires internationales à tous ceux qui ont besoin d'assistance sur le territoire de l'État. On cite comme c'est une panoplie des résolutions qui confirment et qui consolident ce principe d'ingérence. Alors, se posent aujourd'hui des questions nouvelles par rapport à l'action humanitaire. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui la politique de 2 poids, 2 mesures. Pourquoi on intervient là-bas, on apporte l'aide humanitaire là-bas et pourquoi pas ici? Pourquoi ici et pourquoi pas là-bas? Parce qu'il y a des connotations géopolitiques, des connotations politiques à cette aide humanitaire qui finalement mettent en péril l'universalité de l'aide humanitaire. Ensuite, il y a la question de la relation d'assistance comme une relation dissymétrique. Ça aussi, c'est une préoccupation par rapport à l'action humanitaire parce que dans la plupart des situations humanitaires, l'aide provient de l'extérieur. L'aide provient de l'extérieur, des parties du monde, notamment des pays occidentaux, des parties les plus riches, les pays les plus riches qui sont capables de mobiliser des ressources matérielles, financières pour mettre à la disposition. Et donc, il y a une sorte de dissymétrie entre les pays qui pourvoient à l'aide et les pays qui bénéficient à l'aide. Et l'on voit également dans la répartition des tâches de l'action humanitaire. Les humanitaires, pour ceux qui sont en général dans une certaine, on les voit parfois dans une certaine opulence, une opulence relative, ils bénéficient des conditions de sécurité que n'ont pas les populations sécurisées. J'ai parlé tout à l'heure des ONG qui se bunkerisent avec des satellites, avec des grosses voitures, des choses comme ça, etc. Mais en face, vous avez, pour les bénéficiaires, une situation de misère, parfois effroyable, qui vivent dans des tentes, dans des conditions difficiles, sous la pluie, etc. Donc, là, il y a un problème. Oui, il y a un problème. Souvent, les populations se disent, oui, mais ils s'enrichissent sur nous, ils vivent dans l'opulence sur notre dos, etc. Et ce débat mérite également attention, cette relation dissymétrique entre les pourvoyeurs de l'aide et les bénéficiaires de l'aide. Enfin, il y a la question de l'action humanitaire, l'espace humanitaire qui devient un marché. Il devient un marché. La marchandisation de l'espace humanitaire. Ce débat, il est lié aujourd'hui au développement de plusieurs éléments. Non seulement les entreprises sont intéressées à l'action humanitaire, parce que on voit de plus en plus les entreprises investir sur le terrain humanitaire, des opérateurs économiques, notamment ceux qui fournissent des équipements, des ordinateurs, des véhicules, tout terrain, ceux qui vivent, les entreprises agroalimentaires qui fournissent des tonnes de vivres, des couvertures, des entreprises pharmaceutiques, des prothèses, des tentes, bref, tout ça. Mais tout ça, c'est fabriqué par qui? C'est fabriqué par des agents économiques qui les vendent. Tout n'est pas gratuit dans le monde de l'humanitaire. Ce qui est gratuit, c'est ce qu'on donne aux bénéficiaires. Mais il faut bien acheter certains biens. Et là, on rentre donc sur un terrain de l'économie marchande où on se pose des questions sur la marchandisation de l'espace humanitaire. Les entreprises se livrent aujourd'hui à des batailles féroces, parfois avec des actes de corruption, pour être les fournisseurs des matériels aux agences humanitaires.
On assiste donc à une généralisation, par exemple, du sponsoring humanitaire, où certains groupes sont là. On a vu le cas, par exemple, le groupe Gibbs pour l'UNICEF, avec, on a vu la biscuiterie nantaise pour SOS Sahel, on a vu Citroën avec Médecins du Monde, Coca-Cola avec l'ONU-SIDA, etc. Bon, bref, il y a là des connexions qui, de plus en plus, interrogent. Et on se demande bien jusqu'où les acteurs humanitaires peuvent se livrer une concurrence féroce pour être sélectionnés comme des agences de sous-traitance des organisations internationales, par exemple, ou comme des agences de sponsoring, de mécénat, etc. Ce sont des questions qui parfois soulèvent des problèmes éthiques et des dilemmes auxquels il faut vraiment s'attaquer. Enfin, il y a la question de la codification de l'action humanitaire et de la défense de l'espace humanitaire. La question de la codification, c'est le droit international humanitaire, notamment. On se pose des questions pour savoir si encore aujourd'hui le droit international humanitaire, tel que codifié dans les conventions de Genève et le protocole additionnel, est-ce que ce droit est toujours adapté au contexte sécuritaire de maintenant? Et ne faut-il pas réaménager certaines dispositions du droit international humanitaire pour tenir compte notamment de certains débats qu'il y a autour de la lutte contre le terrorisme, autour des conflits asymétriques, etc. Donc, il y a là des interrogations. La question de l'espace humanitaire, la défense de l'espace humanitaire, c'est une question très importante. C'est l'accès à l'espace humanitaire. Parce que l'espace humanitaire est un environnement opérationnel où il y a plusieurs acteurs, il y a une diversité d'acteurs, je l'ai dit, il y a un développement fulgurant des acteurs humanitaires. Et aujourd'hui, se pose la question de l'accès. Et l'on voit très bien qu'il y a des restrictions, il y a des refus, il y a des contraintes, il y a une surveillance généralisée des acteurs humanitaires par certains gouvernements qui ne veulent pas du tout les voir se déployer sur tel ou tel terrain. Et ça, c'est un débat aussi sur lequel il faut vraiment revenir. Le dernier point que l'on va, les deux derniers points que l'on va évoquer, c'est d'abord la question de la professionnalisation, nous l'avons déjà évoqué, avec les normes. Est-ce que l'excès de la normalisation ne tue pas finalement l'engagement humanitaire? Est-ce qu'on n'est pas en train de transformer l'action humanitaire en un vaste terrain d'opérateurs avec des normes, une forme de bureaucratisation de l'humanitaire avec des méthodes de travail standardisées, ou bien souvent l'on s'interroge si on est encore dans l'esprit de l'action humanitaire, où il ne s'agit pas simplement, parce que finalement il y a une excroissance, un développement, une prolifération des normes humanitaires, parfois qui inquiètent certains acteurs, qui se disent, parce que les rapports à faire, de tels critères, etc. Du coup, parfois, par rapport à la complexité du terrain, il y a des interrogations qui sont menées. La question de la diversité des acteurs et de la coordination, ce sont des débats que nous verrons, notamment dans le cours sur la gestion de l'action humanitaire. On reviendra sur la question de la coordination aujourd'hui. J'ai parlé de la question du nexus, est une question très, très importante. D'où des difficultés entre, par exemple, les militaires et les humanitaires. Le travail n'est pas facile. Comment articuler les uns et les autres leur mandat sur un terrain souvent très très glissant? Ce débat aussi est toujours d'actualité. Mais enfin, pour terminer, aujourd'hui, on a des défis. Il y a le défi de la médiatisation des crises et des vulnérabilités. La question de la résilience. Le défi de la médiatisation, il y a des crises qui sont oubliées, qui ne sont pas médiatisées. Et quand elles ne sont pas médiatisées, personne ne fait gaffe. Elles sont sous-estimées, sous-évaluées et donc sous-traitées. Ça, c'est un problème. Du coup, on a le sentiment que c'est la médiatisation qui construit la crise humanitaire. Que sans cette médiatisation, rien ne peut se faire. Et ça soulève des inquiétudes. Il y a beaucoup de situations qui sont complètement oubliées
dans le monde. Reste aussi la part de la responsabilité des autorités locales dans la gestion des crises humanitaires et l'implication des sociétés civiles locales. Parce qu'en fait, il reste quand même constant que la crise humanitaire est une affaire de tous. Ce n'est pas simplement une affaire des étrangers qui doivent amener l'aide. Il faut également que l'État, sur le territoire duquel se déroule la crise, puisse apporter sa contribution. Il est également important que les sociétés civiles locales puissent s'impliquer dans l'action humanitaire. En conclusion, nous pouvons donc dire que l'aide humanitaire arrive toujours après la catastrophe ou après le début du conflit. Il en sera en être autrement. Mais la prévention et les prévisions appartiennent aux autorités. Ce ne sont pas aux acteurs humanitaires de construire les mécanismes d'alerte, ce n'est pas aux acteurs humanitaires de se pencher sur les questions des habitats, des questions des éboulements de terrain, des prévisions, des questions de topographie. C'est au gouvernement de prendre des mesures. On a beau reprocher tout ce qu'on veut aux acteurs humanitaires, mais elles ne sont pas à l'origine de la crise. Elles viennent parce qu'il y a crise. Il ne faut jamais l'oublier. Et donc, par voie de conséquence, l'aide humanitaire ne procure que des soins palliatifs. Certes, des soins indispensables, sans aucun doute. Mais ces soins-là, cette action humanitaire ne peut pas se substituer à l'action de l'État, à la responsabilité de l'État de protéger les victimes. Donc ça, c'est souvent un faux débat qui est souvent mis sur la table, parce qu'au fond, l'on sait très bien, pour prendre cet exemple, les paysans pauvres qu'on laisse s'implanter dans telle zone, etc., on sait très bien que la zone est inconstructible. Et on sait que par la force des choses, un jour, il y aura des éboulements de terrain, il y aura des morts. Donc les acteurs humanitaires vont venir, mais le mal est déjà fait. Donc ce n'est pas à eux de régler ces problèmes. Il y a aussi aujourd'hui des inquiétudes. On dit que l'action humanitaire représente un instrument c'est la blanchisseuse, en fait. Certains gouvernements veulent se blanchir moralement, blanchir les profits des grandes entreprises, parfois obtenus dans des conditions totalement immorales. La question se pose donc, est-ce qu'on doit demander l'aide à n'importe qui, à n'importe quelle condition, etc. Parce que ce sont les mêmes multinationales qui donnent l'aide humanitaire, mais qui parfois, sur d'autres terrains, utilisent le travail des enfants, ne payent pas les salaires, exploitent les gens dans les camps, etc. Donc, il y a là des questions, quand même, qu'il faut se poser pour comprendre aujourd'hui les problématiques de l'action humanitaire. Et donc, on ne doit pas oublier la finalité même de l'action humanitaire, c'est de sauver des vies. Cette finalité qui est au cœur de l'action humanitaire ne doit pas être détournée, ne doit pas être dénaturée. Parce qu'il ne s'agit pas de faire la politique, c'est les autres qui doivent faire la politique. Les ONG humanitaires, certes elles sont exposées, mais elles ont un mandat qui est clair, à savoir apporter une aide sans discrimination pour sauver des vies et, comme je l'ai dit dès le départ, restaurer les victimes dans leur capacité, leur offrir la possibilité d'une résilience pour que ces victimes puissent choisir une autre vie que celle dans laquelle leur a plongé le conflit ou la catastrophe naturelle. Voilà les éléments les plus importants à retenir sur ces séminaires sur l'action, la théorie générale de l'action humanitaire.